Bienvenue à cette rencontre d'hommage, à cette rencontre d'au revoir. Je suis Jean-François Labelle, troisième fils de Jacques, et je suis content que vous soyez ici. Je vous invite, je vous remercie au nom de Monique, la conjointe de Jacques, mes frères Alain, Éric, Arnaud, Jean-Philippe, et en mon nom, bien sûr. C'est un triste événement. Toi, je t'ai oublié? Marie-Maude, ma sœur éternelle. Mes excuses. J'aurais dû tenir à mon texte. Je suis certain que mon père est heureux qu'on soit réunis ici aujourd'hui. Et mon intention, c'est de vous présenter les gens qui vont participer en parole et en musique, mais sinon, d'abord vous dresser un petit portrait historique de la vie de mon père. Et ceux qui me suivront dans leur tour de parole pourront rajouter de leurs anecdotes, de leurs souvenirs. Jacques est né à Villemort, à Montréal, en 1937, rue Dumas. C'était le fils de Ida Bazinet et Alfred Labelle. Et il m'a toujours parlé avec affection de ses ancêtres. Ses ancêtres Bazinet, peut-être en particulier Pépère Jules, qu'il appelait, ou Arthur, son grand-père. Et il était fier d'être le descendant d'une lignée de Labelle qui était arrivée ici en Nouvelle-France en 1667, de mémoire. La vie dans les années 30 et 40 n'était pas nécessairement facile à Montréal pour ses parents qui ne venaient pas d'un milieu particulièrement aisé. Mais surtout, je dirais aussi, ce qui a été un défi pour eux, c'est que sa mère a été très malade, une affection des poumons, alors que Jacques était encore tout jeune, même que ses deux grands frères ont été placés à l'orphelinat un certain temps. Pierre était chez sa tante et son oncle pendant ce temps-là. Et Jacques, apparemment, parce qu'il était très sage et qu'il restait très tranquille dans son coin, avait eu le privilège de rester avec sa mère à la maison. Mais il ne fallait pas qu'il fasse de bruit, puis il fallait qu'il soit particulièrement gentil. Mais c'est ça. Autant on avait craint pour la vie de sa mère qu'elle s'en est remise, et la vie de famille a continué. Jacques est né en ville, à l'époque des tramways, mais une partie de sa jeunesse se passe déjà à la campagne. On voit que c'est un thème dans sa vie. La ville et la campagne. Très jeune, j'en reparlais avec mon oncle Pierre tout à l'heure, ils passent leurs étés à Saint-Félix-de-Valois, tout près de la famille Mousseau. C'est des fermiers du coin là-bas. Et ils allaient là dans la vieille Ford 34 de son père. Puis ensuite, ils vivaient dans une petite école de rang qui avait juste une pièce au rez-de-chaussée avec un poêle à bois qui chauffait même l'été parce qu'il fallait cuisiner. Puis à l'étage, qui était apparemment plus un grenier qu'une chambre, il y avait des lits. On se couchait là, puis ils sont allés, je pense, 6 années de temps l'été. Les études sont très importantes pour la famille. Les 4 garçons ont fait de belles études et ont eu une carrière. Jacques dit que son père était impatient. Je pense que Pierre pourra en témoigner, qu'il avait la bougeotte. Il déménageait souvent, il partait des affaires, il abandonnait, il pensait que ce serait mieux de revendre, puis de repartir autre chose. Ça, c'était Alfred. Mais Alfred avait aussi beaucoup d'humour, une présence très agréable. On l'a tous connu, moi, mes frères, les plus vieux surtout, mais je pense que les plus jeunes se rappellent aussi d'Alfred et Ida. Il y avait une belle ambiance dans les fêtes de famille. Et Jacques, lui, était bon à l'école, il apprend la musique. Il fait son cours classique au Collège Sainte-Marie, où il va développer de belles amitiés, entre autres avec François Cousineau qui est ici. Vers 1957, il rencontre les sœurs Montreuil, Louise, notre tante Louise bien-aimée, et Suzette, de laquelle il tombe amoureux, qui va marier. Les fréquentations durent un certain temps, faites de fêtes et d'excursions, puis le mariage arrive le 14 novembre 1959, le lendemain de l'anniversaire de ma mère, et les amoureux n'en pouvaient plus d'attendre. Ils sont mariés rapidement. Leur premier fils, Alain, est arrivé assez rapidement aussi, en juin suivant. Puis Éric et Jean-François ont suivi dans les années qui ont suivi aussi. De ces années, un des très beaux souvenirs qui est devenu le nôtre
et ça a toujours fait ma fierté, c'était que mon père avait une très belle voix de basse et il chantait avec François, entre autres, dans le groupe Les Arpégistes, un bel ensemble vocal a cappella de voix d'hommes qu'il avait bâti, fondé avec eux au Collège Sainte-Marie à Montréal. Et ils ont eu plein de projets. Il a participé à la revue Bleu et Or, à la Comédie canadienne, plusieurs projets artistiques, dont le souvenir de ma jeunesse qui nous a tellement marqué, les jingles des Marvel, les super-héros qu'ils avaient enregistrés ensemble à l'époque et qu'on peut encore entendre aujourd'hui. Je ne pense pas qu'on puisse le faire jouer là, comme ça. Non, hein, pas aussi rapidement. Mais j'avais ça, puis on aura l'occasion de les réentendre avec vous. C'est peut-être comme ça, par son enregistrement des jingles des super-héros, que mon père a commencé à avoir un lien avec l'éternité, peut-être. Et comme le jeune homme derrière le super-héros, Peter Parker, qui était l'homme araignée, ben Jacques aussi est un héros, mais c'est un être humain, tout simplement aussi, avec ses difficultés, ses doutes. Mais il fait aussi sienne la devise de l'araignée, avec le pouvoir vient la responsabilité. Parce que je sais que Jacques a hésité entre sa carrière artistique et une carrière plus traditionnelle. Mais il a poursuivi des études qui l'ont mené jusqu'au doctorat en linguistique à l'UQAM, dont il est devenu un des professeurs fondateurs. Il choisit donc la voie de la responsabilité, puis en même temps, c'est une époque de grands bouleversements, la Révolution tranquille, les mœurs qui changent rapidement. C'était toute une époque. Il se laisse pousser la barbe et devient le Jacques qu'on a connu, que Monique a connu aussi. Ma mère Suzette, dont le sourire et le rire me restent intensément en mémoire, vient d'une famille compliquée, elle. Elle et sa sœur Louise ont une enfance marquée par l'insécurité et par la désertion de leur père André, alors qu'elles étaient toutes jeunes. C'était très difficile pour elles. Et cette jeune femme, pourtant pleine de talent et d'espoir, connaît de difficiles moments de dépression. Elle décède tragiquement le 17 juillet 1970. Alors que Jacques vient tout juste de finir sa maîtrise et d'obtenir une bourse pour aller étudier 2 ans à Paris. La famille est bouleversée, bien sûr, mais les autres membres de la famille, puis au premier chef peut-être ma tante Louise, la sœur de Suzette, nous ont beaucoup aidés à nous organiser, passer à travers le tsunami d'émotions qu'on a vécu. Et Jacques, lui, en deuil aussi, bien sûr. Il part avec ses 3 enfants sous le bras à Paris. Et là, on était en crise, on était en deuil, parfois malade. Moi-même, j'ai fait une maladie assez grave dans la première année à Paris. Jacques réussit à tenir le cap et relever le défi. Il faut dire que Monique Fleury, qu'il avait déjà rencontrée à Montréal, au Collège Sainte-Marie, Monique, qui étudiait déjà à Paris lorsque Jacques arrive, aide beaucoup la famille dans son installation, puis prend rapidement une place dans la vie et dans le cœur de Jacques. Quand Jacques revient au Québec en 1972, c'est au bras de Monique et avec un joli poupon, Arnaud, qui ressemble à son père. Monique, qu'en dire de plus, elle apporte à Jacques son optimisme, son énergie sans limite, son humour, sa conviction que rien n'est jamais compliqué, qu'il y a toujours une solution à tout. L'année suivante, 1973, est l'année où la famille déménage sur la terre, à Granby. La nature est forte et fertile, et en 1975 et 1978 vont naître Marie-Maude puis Jean-Philippe, ce qui complète la famille. Jacques vit encore des périodes de doute. Il est tiraillé entre sa vie montréalaise et sa vie plus paysanne, mais la ferme demeure un refuge où cultiver son jardin, s'essayer à planter une vigne, à faire du vin, élever des moutons, avoir une vache qu'Éric traite assidûment, faire du beurre, du fromage, construire une cabane à sucre sont des projets qui prennent beaucoup d'importance pour lui. Bien sûr, les enfants doivent s'impliquer et le réveil des grands ados dont j'étais, à la cloche, une cloche de laiton dans l'entrée de la maison le samedi matin,
C'était pas toujours facile. Il fallait se lever pour aller faire des corvées. Et on l'a fait, et je dirais que ça nous a nourris, ça nous a marqués, ça a fait de nous ce qu'on est devenu. Hein, Eric? Les grands-enfants partant à un de la ferme pour aller leurs études, leur vie, mais Monique et les 3 plus jeunes, comme on les appelle, les 3 petits, vont régulièrement séjourner en France et poursuivre la vie de famille à la ferme. En France, où Jacques a eu de ses plus belles amitiés, Jacques et Monique, bien sûr, aussi. Puis la ferme est un lieu où nous, on va vivre quand Monique et Jacques sont en France, et quand ils reviennent, bien, il y a plein d'Européens qui passent, la famille, les amis, ça reste un lieu de passage obligé, de grandes fêtes, entre autres avec tous ces Européens qui circulent, les grandes fêtes d'été, des méchouis, autres fêtes mémorables, pleines de fantaisie, de théâtre, de musique, d'éclats de rire, parfois des grands cris de Jacques qui impressionnent les petits-enfants. Mais la vie poursuit son cours. Je ne vais pas tout raconter, je vais laisser de la place aux autres qui veulent parler aussi. Mais d'abord, je dirais que j'aimerais qu'on passe à un peu de musique. Un des petits-enfants de Monique et Jacques, Gauthier, et son père Arnaud, qui va peut-être l'accompagner, vont nous jouer un petit morceau. Voilà. Merci. Continue un peu? Non, je pensais... Donc, revenir plus tard? Oui, mais moi, c'est juste qu'on improvise un tout petit peu. Excusez-moi. Merci, Gauthier, petit-fils de Jacques et fils d'Arnaud, et Ingrid, qui est juste là. La première petite fille
de la famille, c'est Félicia. Je me souviens, quand elle est née, j'habitais à Vancouver et j'avais tellement hâte de revenir pour la rencontrer. Je me rappelle de ce moment-là comme si c'était hier. Elle voudrait vous adresser quelques mots. Si tu veux passer là, ça va être plus simple. Je pense que oui. Bonjour. Pépère, je me suis longuement demandé quoi dire cet après-midi, comment te rendre hommage. Je ne suis pas très à l'aise de parler devant un public, donc je vais faire ça court, mais ce n'est pas faute d'avoir 1000 souvenirs que je pourrais raconter. Je suis l'aînée de ses 17 petits-enfants. Il m'a longtemps appelée sa grande petite fille. Quand je pense à mon grand-père, j'ai tellement d'histoires et d'images qui me viennent en tête. Je me souviens de lui dans son bureau de travail, bien enfermé, à la cabane à sucre, sous le saule au bord du lac, prêt à s'attabler, de ses éternuements sonores qui nous faisaient immanquablement sursauter, dont certains membres de sa descendance ont hérité, des Noëls où il nous conduisait en tracteur dans la forêt, et de son air et commentaires réprobateurs quand on morvait le fromage. Pépère tenait à ce que son fromage soit coupé bien droit. Je ne peux pas parler au nom de tous ses petits-enfants, mais je suis certaine qu'on a tous et toutes plein de souvenirs en tête quand on pense à lui et à la ferme. Ils doivent varier pour chacune d'entre nous, mais ils sont à tout jamais gravés dans notre mémoire. Notre enfance fut un tantinet plus magique et grandiose grâce à lui. Pépère, tu peux être certain que je n'oublierai jamais tous ces beaux moments. J'aimais t'entendre rire et chanter, te voir sourire. Moi qui attends l'arrivée de ton arrière-petit-fils cet été, tu peux être assuré que je lui parlerai de toi. J'espérais que tu le rencontres, j'aurais été fière de te le présenter et que tu puisses le prendre dans tes bras. Je t'aime, Pépère. Tu vas me manquer. Tu vas nous manquer. Merci. Selon ce que j'ai ici, Samuel nous jouerait un air. Mais le piano, je ne le vois pas. Ah, il est là, il est prêt. Parce que tout à l'heure, il était ici, puis là, je ne le voyais plus tout à coup. Alors, mes excuses. Est-ce que Samuel, tu es prêt à venir jouer un petit air? Où es-tu, Samuel? Viens. Non, tu n'es pas prêt? C'est bien beau. Est-ce que tu veux prendre la place ou non? On poursuit. On va y aller comme ça vient. Alors, ce que j'aimerais maintenant, c'est inviter Claire Lefebvre, une amie et collègue de Jacques, à venir dire un mot. Merci, Claire. Tu veux venir ici. Bonjour. On m'a dit que ça prenait un vieux et le sort est tombé sur moi. Alors, chère Monique, les enfants de Jacques, et ils sont nombreux, leurs conjoints, conjointes, leurs 17 enfants, les 3 arrières, les nombreux amis. Alors, nous sommes ici réunis pour célébrer la vie de Jacques. Sa vie fut des plus remplies et des plus diversifiées. Premièrement, je ne connais personne dont la progéniture est aussi nombreuse. Deuxièmement, Jacques était un être essentiellement polyvalent. Ce n'est pas tous les jours que l'on rencontre ce type de polyvalence. Je sais qu'il a fait du théâtre, mais je ne connais pas cet aspect de sa vie. Il chantait avec une belle voix de basse, comme on a mentionné tantôt.
À la belle saison, il était jardinier, faisant pousser ses légumes, ses jardins de fleurs, qui nous invitait à regarder assis sous le saule du lac. C'était d'un bucolique extraordinaire. Jacques avait aussi des poules, de sorte que quand il nous visitait, il arrivait toujours avec une douzaine d'œufs frais pondus. Qui reçoit en cadeau des œufs frais pondus de nos jours? Il élevait des moutons, des agneaux qui faisaient notre régal. Il faisait son vin et au printemps, il faisait les sucres. Jacques avait aussi le sens de la fête, comme ça a été mentionné. À l'occasion, il organisait un méchoui pour lequel il tuait l'un des agneaux. Pendant que l'agneau cuisait, on faisait des parties de pétanque extraordinaires. C'était une fête qui durait toute la journée et tout le monde était heureux. Bien sûr, ces activités se faisaient en collaboration avec les membres de sa famille, dont Monique et les enfants. On pourrait penser que ces activités occupaient tout son temps, mais non, elles n'étaient que ses passe-temps. Parce qu'en plus de tout cela, il travaillait. Alors, au plan professionnel, Jacques appartient à la cohorte de professeurs du Collège Sainte-Marie qui ont fondé l'UQAM. À l'UQAM, il a été directeur du département de linguistique. Personnellement, j'ai trouvé qu'il était un très bon directeur et il était juste. Il a aussi été le directeur de la Revue québécoise de linguistique, qu'il a dirigée avec cœur et minutie. Mais Jacques s'est surtout démarqué des autres professeurs de notre département en créant un réseau de coopération de recherche avec la France et l'Italie. Ainsi, il s'est joint très tôt dans sa carrière au LADL, Laboratoire d'automatique documentaire et linguistique, un labo créé par Maurice Grosse à Paris 7 et Paris 8. Ce labo était dédié à l'étude de la syntaxe et du lexique. Je me souviens que Jacques a travaillé pendant plusieurs mois sur les mots composés dans le cadre de ce projet. Les membres du LADL faisaient plusieurs séminaires conjoints de courte durée entre Paris et Montréal. En fait, quand on parle de Montréal, c'était surtout chez Jacques à la ferme. Quand les Français débarquaient, il ne fallait pas chercher Jacques au département. Tout le monde travaillait dans le poulailler. En résumé, je vois Jacques comme un être bon, aimant, généreux, humain, doué, polyvalent. Aussi, Jacques était très beau, mais il n'aimait pas se le faire dire. Sur un ton de reproche, il nous disait souvent « Arrêtez de me dire que je suis beau ». Mais maintenant qu'il n'est plus là, on peut le dire autant de fois que ça nous chante parce qu'il ne l'entendra pas. En pensant à Jacques de cette façon, je me suis demandé s'il avait deux vies, l'une personnelle, l'autre professionnelle, ou si les deux formaient un tout unifié. J'ai eu réponse à ma question lors de l'événement suivant. À son retour d'un assez long séjour à Paris avec sa famille, j'ai demandé à Jacques s'il était satisfait de son stage de recherche. Il m'a répondu ceci: « Claire, je me suis ennuyée de ma chainsaw. »
Jacques, tu étais trop. Mon cher Jacques, dans une autre vie, quand la matière aura été retournée, beaucoup voudront être ton ami. Merci. Merci Claire. Je peux te donner ça? On avait prévu de... Merci encore, Claire. À ce stade-ci, de vous faire écouter une des pièces. C'est toujours ce que tu veux? Oui, Notre Sentier de Félix Leclerc. Félix Leclerc que Jacques aimait bien. Et voilà, on a même les paroles des chansons, si vous voulez. C'est pour ça que je viens de les passer à Marie-Maude. Est-ce qu'Émile peut nous mettre ça? Parfait. Notre sentier, près du ruisseau, est déchiré par les labours. Si tu venais, fixe le jour, je t'attendrai sous le bouleau. Les nids sont vides et décousus, le vent du nord chasse les feuilles, les alouettes ne volent plus, ne dansent plus, les écureuils, même les pas de tes sabots sont agrandis en flaques d'eau. Notre sentier près du ruisseau est déchiré par les labours. Si tu venais, fixe le jour, je guetterai sous le bouleau. J'ai réparé un nid d'oiseaux, je l'ai cousu de feuilles mortes. Mais si tu vois sur tous les clos les rendez-vous de noirs corbeaux, vas-tu jeter aux flaques d'eau tes souvenirs et tes sabots? Tu peux pleurer près du ruisseau, tu peux briser tout mon amour. Oublie l'été, oublie le jour, oublie mon nom et le boulot. Merci. Mon fils Florian voulait dire quelques mots. Je suis très ému qu'on soit réunis aujourd'hui en famille pour mon grand-père Jacques. Comme il était, je pense, un homme de famille, je trouve ça d'autant plus riche qu'on soit là réunis ensemble et que ça n'arrive pas souvent. Je suis très touché par tout ce qui se passe. Mon père m'a très souvent parlé de la vie de mon grand-père, de toutes ces aventures qu'on a mentionnées plus tôt, de sa vie intellectuelle et mondaine à Paris, à Montréal. Les grands restaurants, les célébrités, fréquenter les universités. Puis tout ça, ça m'a toujours fasciné. Je redemandais toujours d'avoir plus d'histoire. On en a parlé souvent. J'ai toujours beaucoup été admiratif de tout ça. Et puis j'en parlais toujours à mes amis à l'école. Ils connaissent tous ces histoires-là par cœur de mon grand-père. Je les ai racontées tellement de fois.
quand je pense à lui, quand je pense à Pépère, je pense toujours à un homme qui était fier, droit, solide. C'est comme ça que je le voyais comme petit-fils. Je le vois au bout d'une table entouré d'enfants comme un phare, comme un roc. On pouvait autant le voir à Noël attirer tous ses petits-enfants dans une charrette avec son tracteur que à travailler sa terre, que dans ses livres, dans sa bibliothèque. Étant son petit-fils, moi, il m'a toujours paru comme étant un homme de grande stature à qui il faut parler prudemment parce que, comme on l'a dit, ses éternuements peuvent faire brasser toute la maison. Plus jeune, je me souviens à quel point il m'impressionnait, à quel point je l'admirais. Je regardais juste la semaine dernière, il y avait dans son salon, il y avait des albums photos sur la table, puis j'ai revu encore son mariage avec ma grand-mère biologique. Puis son groupe de chant s'est sorti à la plage avec ses amis, puis j'ai pas pu m'empêcher de ressentir un immense respect, une immense fierté d'être de sa lignée, de son sang. Puis ouais, l'admiration infinie que je porte pour lui encore est pas étrangère à l'hérédité et à ses mystères et au fait que beaucoup de choses que j'ai vues en lui, je les ai aussi en moi, du moins en germe, en croissance. J'aime me dire qu'il y a là, dans les événements qu'on connaît, il y a une passation de flambeau. Il y a mon père maintenant qui le porte, mais un jour, mon tour arrivera. Et je n'ai qu'un seul souhait quand ça arrivera, c'est que mes petits-enfants me regardent avec la même admiration que moi j'ai eue pour lui, les mêmes yeux avec lesquels je l'ai regardé. Donc c'était, oui, pour toutes ces raisons-là, parce que c'était un homme de famille, parce que c'était un homme de culture avec un goût pour la beauté. Je vais penser à lui encore très longtemps. Et je suis très content qu'on soit ici ensemble ce soir. Je vais vous présenter un de mes frères, qui est un homme de peu de mots, mais qui pèse toujours ses mots. Mon frère Éric. Ça veut beaucoup dire. Bonjour tout le monde, merci d'être ici. En fait, dans cet hommage, tout ce que je voulais faire, c'est de dire un gros merci à Jacques pour plein de choses. J'ai préparé, parce que en fait, je suis supposé avoir un petit papier ici. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de mots d'écriture. Bref, un merci. J'aurais pu dire merci pour plein d'affaires, mais ce que je voulais dire, surtout du merci, c'était pour de l'amour de la terre qu'il a su me transmettre à moi puis les autres aussi. Pour l'amour de la nature, si on veut. Tous ces projets qui ont été énumérés, les vignes, veaux, vaches, cochons, couvées. Puis là-dedans, je dirais que il n'y avait pas de limite, Jacques, à faire des nouveaux projets, à vouloir essayer des affaires. Au sens où est-ce que c'était pas un éleveur en soi, c'était pas un cultivateur, mais il a essayé tout. Il a essayé de faire des manches de hache, il a essayé toutes sortes de choses. Puis il apprenait sur le tas. Des fois sur le tas de foin, comme on dirait. Hein? Puis que ce soit finalement avec ses projets, tout ça, là, c'est une sorte d'apprentissage qui m'a transmis finalement parce que c'était souvent très mutuel ensemble. Donc, il essayait les affaires, il osait les faire, puis j'ai appris à faire ça comme lui. Puis je trouve que c'est un grand legs que j'ai reçu. Ça m'a appris plein de choses. Finalement, sa méthode d'apprentissage était bien bonne, parce que pour apprendre, à 15 ans, quand il faut que tu aies 30 à vache avant d'aller à l'école, tu apprends pas mal d'affaires. Merci. Oui, sur ces paroles sages, je pense qu'on doit prendre le temps de les intégrer un peu. En musique, peut-être, avec une autre des petites filles de Jacques, Léonie au piano. Merci, Léonie.
Oui, on est déjà rendu à Marie-Maude qui va prendre la parole. Merci, Léonie. OK. Pas facile d'écrire quelques lignes pour parler de mon papa. J'en ai fait de l'insomnie. J'ai écrit toutes sortes de trucs que j'ai effacés. Puis finalement, ce matin, j'ai recommencé. J'ai écrit un truc que j'ai pas relu, donc je sais pas trop ce que je vais vous dire, mais je vais vous le dire. Et je pense que je suis pas non plus la seule à être un peu bouche bée devant l'exercice. Voilà, on se sent comme un peu s'il fallait qu'on rende honneur à ce qu'on ressent pour Jacques, à ce qu'on a vu de Jacques. Alors, voilà. Puis, je vais sauter des bouts. C'est ça qui est bien parce qu'il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites. Alors, je vais commencer en disant, pour briser la glace, au lendemain de sa mort, en fait, quand j'ai pensé qu'il fallait peut-être qu'on fasse des funérailles puis qu'on dise quelque chose, j'ai dit à ma mère, mais papa... c'était ma vie, alors qu'est-ce que tu veux que je dise? Puis il a été une des plus belles choses qui me sont arrivées dans ma vie. Puis maman m'a dit, ben t'as qu'à dire ça. Alors je le dis. Et au niveau de la synthèse de ses pensées et de ses sentiments, papa était très fort, meilleur que moi. Et il m'en a appris un bout, mais comme je pensais beaucoup à lui en préparant le texte, parce que je sais que quand papa, lui, avait quelque chose d'important à dire, je le trouvais tellement fort de prendre le temps. Quand il voulait me dire quelque chose d'important, il y avait un long moment de silence, des fois, qui pouvait m'impatienter. On dirait qu'il me parlait davantage, d'abord avec ses yeux. Et je le nomme parce que ça me semble tellement important. Quand l'avalanche de souvenirs vient de mon père, c'est tellement souvent des silences avec son regard. Puis je pense que ceux qui l'ont connu savent que son regard en disait long. C'était un être authentique, donc c'est pour ça qu'il lui fallait beaucoup de temps. Souvent, avant de me dire ce qu'il avait à me dire, il fallait qu'il soit là. Puis il fallait qu'il s'assure que moi, je sois là. Puis là, il se met à me parler. Il y avait l'oreille parfaite que j'ai écrit, puis qu'il l'avait aussi, il me semble, en musique, il avait l'oreille parfaite, et puis pour parler. Donc, c'est comme si ça m'agaçait beaucoup parfois. J'avais l'impression qu'il entendait les fausses notes quand je parlais très vite, et il me remettait vite. On reprenait. C'était comme en musique, hein? Il fallait reformuler, mais il fallait être vrai. Jacques était vrai, et ça a été un des grands exercices qu'il m'a fait faire, d'être vrai avec lui. Ma mère a choisi une citation de Bobin sur le signet qui, je trouve, évoque cette façon d'être de mon père. Et je vous la lis pour ceux qui ne l'ont pas encore lu sur le signet. Alors, « Il n'y a pas de plus grand malheur sur cette terre que de n'y trouver personne à qui parler. Et nos bavardages, loin de remédier à ce silence, ne font la plupart du temps que l'alourdir. » Puis maman m'a dit, « Qu'est-ce que tu en penses de cette citation-là? » C'était papa. Elle le sait mieux que n'importe qui. Donc, quand il disait quelque chose, ça voulait dire quelque chose. Elle ajoutait en deuxième citation, sur le signet toujours, « Il y a une étoile mise dans le ciel pour chacun de nous, assez éloignée pour que nos erreurs ne viennent jamais la ternir. » Bon, j'ai dit que j'ai écrit que mon père part avec une étoile mise dans le ciel pour lui, intacte. Une étoile qui, pour moi, lui a donné, ici sur terre, l'aura d'un roi. Ça y est. Et ça a été un très grand honneur d'être sa fille. Jacques était un homme fier. Il avait de la dignité, il avait une droiture, il était honnête. Il était tendre, passionné et prêt à se battre pour ses convictions. Et tout ça, ça fait partie de ce qui me vient quand je dis que pour moi, mon père était un roi.
mais aussi parce qu'il avait un royaume dont on a beaucoup parlé jusqu'ici. C'était 116 acres de forêts, de champs, de ruisseaux, lacs, cabanes à sucre, fermes, potagers, maisons. C'est une terre grâce à laquelle Jacques s'est engagé avec toute sa passion et ses rêves à créer un royaume familial, un lieu où être chez soi. Une terre qu'il a travaillée à 4 mains avec ma maman Monique, sa douce Monique. Donc avec ses mains à lui, larges, fortes, dignes de ses ancêtres normands, paysans. Et les mains de ma mère, habiles, rapides. Et comme ça, une terre où Jacques et Monique étaient debout à l'aube et portaient leurs idéaux d'un monde meilleur ensemble. Alors là, je vais dire plein de mots en iste. Mais mes parents, je sais qu'ils ont été ensemble, encore plus forts ensemble, pas chacun de son côté, ensemble des êtres très humanistes. Ils ont été indépendantistes, syndicalistes, féministes. Ils croyaient à la laïcité, au droit à l'éducation, et j'arrête là, j'en passe. Mais ils ont fait ensemble une révolution tranquille de la ville à la campagne. Papa s'est battu pour un Québec plus juste, indépendant. Il s'est impliqué au premier référendum avec René Lévesque. Mais moi, je fais vraiment un lien aussi avec la ferme, en reprenant ses droits à la terre et en portant en exemple la dignité du travail de la terre, en élevant une famille proche de l'autosuffisance par période pour nous nourrir. Et voilà, parlant avec ferveur d'un pays indépendant, d'un Québec où être maître chez soi, voilà, moi je fais le lien avec mon père qui l'incarnait avec être maître chez soi à la ferme, dans son royaume. Oui, c'est ça que j'écrivais ici. Donc, au niveau concret, ses mains en train de planter des patates, et au sens symbolique, vraiment, il croyait à un pays, Jacques. Il croyait au Québec comme un pays. Et c'est ici que j'aimerais que Émile fasse jouer Le Tour de l'île, une de ses chansons préférées qu'il m'a demandé souvent de m'asseoir et de me taire et de l'écouter attentivement avec lui. Donc, je vous demande d'écouter Le Tour de l'île de Félix Leclerc, et après, je reviens pour la suite du commentaire. Pour supporter le difficile et l'inutile, il y a le tour de l'île, 42 000 de choses tranquilles pour oublier grande blessure dessous l'armure. Été, hiver, il y a le tour de l'île d'Orléans. L'île, c'est comme Chartres, zéro et propre, avec des nefs, avec des arcs et des corridors et des falaises. En février, la neige est rose comme chair de femme, et en juillet, le fleuve est tiède sur les battures. Au mois de mai, à marée basse, voilà les oies. Depuis des siècles, au mois de juin, partis les oies.
Mais nous les gens, les descendants de La Rochelle, présents tout le temps, surtout l'hiver, comme des arbres. Mais c'est pas vrai, ben oui c'est vrai, écoute encore. Maison de bois, maison de pierre, clocher pointu, et dans les fonds des pâturages de silence, des enfants blonds nourris d'azur, comme des anges, jouent à la guerre. Imaginaire, imaginons l'île d'Orléans, un dépotoir, un cimetière, parc à vidange, boîte à déchets, US parking. On veut la mettre en mini-jupe and speak English. Vers Sarel, l'île d'Orléans, notre fleur de lys. Mais c'est pas vrai, ben oui c'est vrai, raconte encore. Sous un nuage, près d'un cours d'eau, c'est un berceau, et un grand-père au regard bleu qui monte la garde. Il sait pas trop ce qu'on dit dans les capitales. L'œil vers le golfe ou Montréal, guette le signal pour célébrer l'indépendance. Quand on y pense, c'est-y en France, c'est comme en France, le tour de l'île. 42 000 comme des vagues, les montagnes, les fruits sont mûrs dans les vergers de mon pays. Ça signifie l'heure est venue, si t'as compris. Heureuse que son amour pour le Québec continue à travers les générations. Et je souligne au passage mon fils Alexandre qui a très à cœur voilà, l'indépendance du Québec et tout ça. Donc, on continue. Oui, on va sauter ça, mais je veux nommer quelques noms des amis de mon père, autant en Europe qu'à Montréal. Donc, évidemment, ici,
Claire Lefebvre qui vient de prendre parole, Madeleine Saint-Pierre, Jean Baudot, André Dugas. Et du côté de l'Europe, Alain Guillet, Maurice Grosse, Jean-Paul Bones, Laurence Danlos, Annie Meunier, Béatrice Lamirois, Béatrice Pelletier, etc. Et Christian Leclerc, que mon père appelait Nez de Bœuf, qui est certainement un de des meilleurs amis avec qui il a fait les 400 coups. Ils ont eu bien du plaisir. D'ailleurs, une anecdote de Christian, il me disait, tu sais, ton père, premièrement, il disait toujours l'un et l'autre, c'est moi le plus beau, non, c'est moi le plus beau. En tout cas, il y avait un truc avec ça, puis il riait beaucoup. Mais il m'a dit, tu sais, ton père, il avait un charme fou et aussi, c'était un très bon musicien, très bon pianiste. Il pouvait jouer du classique, mais il pouvait jouer aussi toutes sortes d'autres musiques pour danser. Et il m'a dit qu'une fois, ils étaient rentrés dans un bar en France, je ne peux pas vous dire la ville, mais que Jacques s'était mis à jouer à l'entracte, que le pianiste avait pris une pause et qu'il avait mis le feu dans la place et que tout le monde dansait et qu'après, quand le pianiste a voulu revenir, les gens ne voulaient pas. Ils voulaient garder Jacques au piano. Je trouvais que c'était une anecdote chouette. Et Christian a écrit quelques lignes que je vais vous lire. Donc, Christian Leclerc. Quand je pense à Jacques, les souvenirs se bousculent, trop nombreux, trop riches pour être résumés. Tous les gens à qui j'en ai parlé ont eu une réaction unanime où revenaient les mêmes mots. Sa gentillesse, son sourire, sa bonne humeur, son sens de l'hospitalité. Même dans ces périodes tristes ou difficiles, il a pu compter sur sa bande d'amis et sur la fidèle Monique. Quant à moi, je renonce à résumer notre amitié de plus de 50 ans, riche de complicité, sans aucune ombre, de partage joyeux. Je l'ai vu une dernière fois en vidéo à la veille de la mort. Je garde au cœur cette image, sans tristesse, parce que c'était l'adieu d'un vieux camarade et un adieu où il était encore souriant. Salut, grand Jacques. Il ajoute, il m'a écrit pour te faire sourire un peu, Marie-Maude, malgré tout. Il ajoute une petite anecdote. Ma première rencontre avec Jacques en 1971 avait très mal commencé. Maurice Grosse nous avait annoncé la venue au labo de Jacques et André Dugas. Et quand ils sont arrivés, je les ai accueillis chaleureusement par quelque chose comme « Bienvenue les Canadiens ». Réaction glaciale et réplique sur un ton cinglant. Nous, on préfère dire Québécois. Ça s'est très vite arrangé après. Donc, c'était un mot de Christian Leclerc. Et j'ajoute quelques lignes de Frédéric Meunier, qui est le fils d'Annie Meunier, une grande amie de Jacques aussi à Paris. Fredo, qui est aussi maintenant mon ami et que son fils aujourd'hui représente. Félix est assis à quelque part dans la salle, donc il est là pour Fredo et sa maman Annie. Frédéric Meunier a écrit « Jacques, le grand Jacques est mort, quelle tristesse, fini les Fernet-Branca, fini les pastis au bord du lac de Grimby, fini les « dans la vie, il ne faut pas s'en faire ». Nombreux sont les souvenirs que je garde en mémoire et je voudrais en partager deux. Après une énième engueulade de Lolo, forcément injuste, Jacques m'a proposé de venir manger des homards avec vous, histoire de passer un moment doux et calme. Une sorte d'exfiltration du champ de bataille, un sauvetage du soldat Ryan. J'ai sûrement dû oublier de le remercier pour cette délicatesse. Je trouvais ça chouette que Fredo souligne ce côté-là tellement drôle et un peu loufoque de Jacques, quelquefois. Et sa deuxième anecdote. En arrivant à Saint-Joachim le jour de ton mariage, Jacques m'a engueulé, car j'étais toujours en T-shirt, plein de taches de gras à faire rôtir les morceaux de bœuf fourrés au beurre aillé selon les instructions du frère de Jean-Michel. Mais une fois ma douche prise et mon costard cravate enfilé, Jacques m'a dit que je méritais à nouveau son respect grâce à mon nœud de cravate qui, m'a-t-il appris ce jour-là, était un nœud Windsor. Ouf, on aurait pu finir sur un malentendu. Alors, il pense très fort à nous, Fredo, et à Monique tout particulièrement. Je vais ajouter, alors, à la suite de ça, je reviens à mon texte. Alors, le nom de mon père au complet était Jacques Aimé Labelle. Et il l'a été, aimé. C'est une des choses les plus importantes que j'ai reçues de lui dans la vie. Il m'a appris à aimer et à être aimé.
Après des années aussi de rébellion de ma part face à ce roi, et nous étions capables de belles confrontations, papa et moi. J'ai eu la chance de connaître l'homme de cœur qu'il était et de devenir ami avec mon père. Un homme fascinant, de contradictions, mais solide par son intégrité, d'une richesse d'expérience et d'une vision de la vie large et ancrée dans le concret. Ça a fait de lui un guide, une présence fiable, forte, qui m'a donné confiance en moi. Papa n'a pas eu peur d'user son cœur, et après la tragique mort de sa première femme, il a eu l'audace et le courage de foncer. Et il me répétait toujours ça, il faut foncer, il faut prendre le taureau par les cornes, il faut regarder la vie en face. Et il me disait ça en mimant une posture de combat, poing et mâchoire fermée. Voilà. Il me l'a dit et redit, Monique a été son plus grand amour, sa plus grande aventure, plus de 55 ans. Elle aimait toujours davantage, sa Monique. Il me l'a dit et redit comment il l'admirait, ma mère. Il disait très sérieux, sachant que j'allais rire, Monique est bien plus intelligente que moi. Jacques avait une pudeur de ses sentiments qu'il transformait en rose pour Monique. Il entretenait des bosquets en prévoyant une rose chaque matin pour elle pendant toute la douce saison. Ce qui m'amène à lire un petit mot que ma mère m'a demandé de lire pour elle. Un mot qu'elle avait écrit à Jacques pour son anniversaire à ses 40 ans. Donc, je lis les phrases de ma mère. Il était une fois un homme de 40 ans. Cet homme était souvent fatigué, très légèrement voûté sous le poids du temps. Il rêvait d'une vie paisible, simple, sans artifice, douce et savoureuse. Cet homme était beau, très beau, avec une petite teinte de prince en exil au coin des yeux. Il avait beaucoup vécu, très intensément, plusieurs expériences variées, tant heureuses que tristes. Aujourd'hui, sa femme et ses enfants, tous réunis autour de lui, le remercient pour l'odeur du bon pain et tous les gestes de la tendresse. Avec tout mon amour, Momo. Ça a été un honneur d'être la fille de mon père. Il a précisé toute ma vie, dit et répété que j'étais son unique fille. Ça a été un contrat. Oui. Et vous comprenez que répondre aux attentes d'un roi et traverser les épreuves qui viennent avec le fait d'être la fille chérie d'un roi, c'est un contrat. Mais au bout du compte, ce qui reste, c'est le lien d'amour et de confiance. Près de Jacques, on se sentait plus vivant. Je me souviens, début vingtaine, on rentre de la campagne vers Montréal un dimanche soir. Je vais à l'université, lui aussi, lui comme prof, moi comme étudiante. On admire sa ville, Montréal, qu'il aimait tant, illuminée sur le pont Champlain. Et en sortant du tunnel Ville-Marie, on avait un jeu. On jouait à attraper les lumières vertes dans les rues calmes du soir. Et une seule fois, sur plusieurs années, on a réussi. On criait de joie à chaque lumière verte, orange qu'on attrapait. Et Jacques osait conduire quand même assez vite pour ce jeu. Et on criait de joie à chaque nouvelle lumière verte. Et quand cette fois qu'on a réussi à se rendre à l'appartement rue Gauthier en ayant juste des vertes, on se sentait pas moins heureux que si on avait gagné le prix Nobel de l'intelligence suprême. Après ça, on se félicitait, on se tenait la main et on sautait sur place, on venait de faire un bon coup. Bref, ça devenait tellement fantastique. Quand Jacques était là, la fête n'était jamais loin, la fête pour rire, des lumières vertes et de s'en faire une réussite très importante. Et aussi la fête pour boire du bon vin. J'en ai quand même bu pas mal avec mon père. Et la sensation de base était vraiment pour profiter de la vie. Dès qu'on peut le faire. Pour refaire le monde et pour se raconter bien des choses. Et évidemment, une fête qu'il a ouvert, qu'il a toujours maintenu avec sa famille et ses amis. Alors,
Jacques avait cette joie de vivre forte. Jacques était de ceux qui refusent de se laisser abattre. Je vais pouvoir sauter de longs bouts. Simplement, je vais ajouter un petit détail ici et là. Le vin que mon père a réussi à faire, j'avais le goût de le nommer. Après plusieurs années à avoir travaillé tellement fort, puis même mes parents devaient allumer des grands bûchers la nuit à l'automne pour ne pas perdre les récoltes. Je me suis fait piétiner le raisin nu-pied. Bref, c'était du boulot. Quand il a réussi finalement à faire un bon vin, ben après, il a arrêté d'en faire. Puis son cru s'appelait le Christ de fou. Puis je trouve que c'est vrai. Jacques était vraiment un Christ de fou. Oui, je souligne au passage par rapport à sa belle voix qu'il me chantait le soir des chansons, dont l'hymne au printemps de Félix, que je ne vous ferai pas entendre, mais qui ont donc bercé mon enfance et que moi j'ai repris avec mes enfants. Et c'est pour ça aujourd'hui que j'ai fait jouer 2 pièces de Félix. Félix Leclerc pour mon père, c'était un de ses grands héros. La musique a été extrêmement importante pour lui. Partageait ça avec ma mère, vraiment du petit déjeuner jusqu'au coucher dans le lit. C'était la dernière chose qui faisait éteindre la musique. Il a d'ailleurs transmis, c'est ça. Mes enfants ont pu bénéficier vraiment de son amour de la musique. Il les a soutenus, critiqués. Il a été aussi mécène pour leurs cours. Très important. J'ajoute enfin que Jacques m'impressionne et me laisse jusqu'au dernier moment la preuve que la vie est à vivre. Jusqu'au bout. La vie est une aventure extraordinaire à vivre. Il a réussi, Jacques, après avoir été tellement en colère contre la maladie et la mort. Il a réussi à finir sa vie dans la sérénité. Et c'est pas donné à tout le monde. Jacques a réussi sa traversée de la vie jusqu'à atteindre un état vraiment de paix, d'amour et de reconnaissance pour ce qu'il a eu et ce qu'il avait encore. Et tu restes là, papa? Et tu restes là, dans toute cette descendance et ses amis. Et comme il aimait le dire, que ceux qui partent s'en aillent. Merci. Oui. Merci Marie-Maude. Très beau moment. La grande fille de Marie-Maude, Azéla, poursuit ses études à Paris. Il lui reste quelques mois avant d'avoir son diplôme. Et elle a voulu, si la technique est avec nous, nous dire un mot directement à l'Assemblée, en direct de Paris. Alors, j'espère que ça va fonctionner. Grâce au grand Alexandre, c'est le seul que je regarde en haut comme ça, dans la famille, pour l'instant. Je crois que mon Simon n'est pas loin non plus. Enfin, on devrait y arriver. Voilà. Bonjour. Est-ce qu'on m'entend? Oui. Ok, génial. C'est très drôle et atypique de faire ça comme ça. Puis, c'est quand même merveilleux. J'ai pu écouter ce que tout le monde a dit. Et ça m'a beaucoup touchée. Maintenant, je vais essayer de... Voilà. Comment faire pour mourir? Il faudra d'abord apprendre à vivre. Ah oui? Comment on fait ça? Un peu n'importe comment. On commence par faire de la musique, je suppose. On chante, on joue du piano, on fait chanter les autres, on fait jouer du piano aux autres. On leur fait remarquer que le rythme a changé dans la deuxième partie. Il faudrait faire attention au rythme. Il faudrait pratiquer un peu plus, mais c'est bien. C'est ça bien. C'est en pratiquant qu'on devient bon. Et ensuite, on mange. On mange quoi? Du vin rouge. Puis des fois du pastis. Surtout, on mange dehors et au soleil. On mange en parlant, parfois en criant. On mange les tomates du jardin.
On mange avec du sel, juste un peu plus de sel. Pouvez-vous me passer le sel? De quoi on parle? Pas vraiment important. On peut parler de quelqu'un qui nous a fait rire ou quelqu'un qui nous a fait pleurer. On peut parler des patates dans le jardin. En fait, on peut toujours parler des patates dans le jardin. Et l'été, on envoie les enfants dans le lac. Trop longtemps qu'on fait le même jeu, mais ça marche à tous les coups. La cavalerie arrive. Je vous jure, ça marchait à tous les coups. Et l'hiver, on regarde la neige tomber sur le sentier des érables. On reste à l'intérieur, mais il fait presque aussi froid qu'à l'extérieur. Il y a la neige, le lac, le poêle à bois toujours allumé, même s'il fait quand même toujours aussi froid. Et le printemps, c'est les sirops d'érable. Le printemps, c'est les fleurs de mamie. Ce sont les fleurs de mamie. Surtout si tu vas faire un discours pour mes funérailles, fais attention à ton orthographe. Et combien de fois tu m'as repris à cause de mes fautes d'orthographe? Chaque Noël, c'était la même chose. Je inspectais ma carte pour les erreurs. Chaque Noël, ça me stressait beaucoup. Mais chaque Noël, je t'écrivais quand même une carte. Les choses n'ont pas drastiquement changé. La dernière fois que je t'ai vu, tu m'as demandé ce que je faisais à l'école. Je t'ai parlé de mon cours de linguistique comparée et de la deuxième mutation consonantique du germanique. Tu étais dans ton petit lit dans le salon, tu venais de te réveiller, on s'était pas vu depuis longtemps. Puis tu m'as corrigé. Tu m'as dit que les T sont devenus des S pendant la première mutation consonantique du germanique, pas la deuxième. Tu m'as regardé en souriant. Tu as dit « Notre Azella est à la maison. » Parce que finalement, c'est tout ce que tu as fait une maison. Tu as fait une maison pour tellement de gens. Pour des fils et des filles, des petits-enfants, des amis, des artistes, des linguistes, des rêveurs. Tu as fait une maison. C'est pas facile de faire une maison. Je cherche encore la mienne. Mais alors, je te dis bravo. Je te promets de toujours mettre les S à la fin de mes mots, de jouer du piano, boire du vin rouge, puis rêver juste un peu plus loin que ce qui était permis. Tata, mon cher Pépé. Merci, Azella. Merci d'être avec nous. On parle beaucoup de musique parce que c'était si important, comme le rappelait Marie-Maude. J'ai envie de passer la parole, peut-être même une touche ou deux de piano, à François Cousineau, un des bons amis de Jacques avec lesquels il a commencé sa vie collégiale. François était plus jeune que lui, mais quand même. Et ils ont eu beaucoup de plaisir, je crois, ensemble. Si François voulait nous dire quelques mots, merci beaucoup. Bonjour, je suis très content d'avoir été un ami de Jacques. Je suis très émotif, je ne sais pas trop pourquoi, ça doit être la vieillesse, mais j'ai beaucoup aimé ce gars-là parce qu'on a fait des arpégistes au Collège Sainte-Marie quand j'étais en belles lettres ou en réto, puis on a fait 3 années, puis ça marchait très bien. Puis Jacques était d'abord le plus sage, le plus grand. Il avait une voix extraordinaire de basse. Il avait une oreille et c'était facile avec lui parce que la basse, c'est ça qui tient tout. Notre groupe était bon parce qu'on avait un très bon voix de basse. J'ai aimé ce gars-là en partant, puis ça a dû être réciproque parce que c'est rare qu'on aime quelqu'un qui ne nous aime pas. Hein? C'est plutôt rare. Puis après ça, on s'est perdu de vue. Je l'ai revu il y a 10 ans, 5 ans au Montford, à la salle de spectacle. Puis on s'est dit, il faut qu'on se voit. Oui, je reste à Granby, puis tout ça, mais ça, quand ça m'a donné moi, ça ne le donnait pas à lui. Puis, mais le plus beau, c'est quand j'ai rencontré, j'étais une fois à Petite-Vallée, à déjeuner vers 11h le matin,
au grand soleil, une belle journée. Puis il arrive une femme que je trouvais très belle, en robe rouge, avec 4 enfants. Puis elle installe ça devant moi, puis ils se mettent à manger, puis rire, puis je suis tombé, j'ai été séduit par Marie-Maude, que je ne connaissais pas, mais je regardais son visage, puis il y a quelque chose qui allait chercher très loin en moi. Puis j'ai regardé tout le déjeuner, j'étais passionné par les enfants, les répliques, Azella, puis Léonie, puis le petit. Alors, après, je suis allé la féliciter pour lui dire, je vous félicite de la façon que vous aidez votre famille. C'est vraiment un bel avenir pour les Québécois, ce que je trouvais. Et elle me dit, je vous connais. Je dis, ah bon? Elle dit, vous êtes un ami de mon père. Puis là, quand elle a dit Jacques Lebel, j'ai vu dans son visage mon ami Jacques. Et connaissant, j'ai eu la chance de rencontrer Jean-Michel. Puis Jean-Michel et moi, on était 2 complices là, de cette extraordinaire. Une journée, il me dit, je suis ébéniste. Puis moi, je dis, ben voyons, qu'est-ce que tu me dis là? Il dit, je peux te faire une table en 2 jours. Je dis, ben voyons donc. Mais il l'a fait. Il a pris le bois que j'avais, il a fait une table en 2 jours. Et la table, c'est celle qui supporte la console sur laquelle je travaille présentement dans mon studio. Ce gars-là était magique pour moi. Je veux dire, c'était... Puis lui, il avait l'air aimer ça quand je jouais du piano parce qu'il voulait que je fasse des musiques avec lui. On n'a pas eu le temps de la vie. Mais en tout cas, aujourd'hui, je ne voulais absolument pas me priver de cette famille extraordinaire que vous formez. Je suis touché par tout ce que je vois, puis moi aussi, je suis québécois, puis je suis très content d'être venu. Alors, j'en profite pour jouer un requiem que j'ai composé, je me souviens pas, c'est sur 20 ans, mais ce requiem-là, il est fait de 2 parties. Il est fait une partie triste, en sol mineur, pour les gens qui sont ici, les gens qui restent. Puis la deuxième partie, en sol majeur, pour Jacques qui est rendu au paradis, comme il le conçoit ou comme on le conçoit. Fait que c'est en majeur, puis c'est très beau, je trouvais. Alors, ça fait le requiem que j'ai appelé Serenitas, puis entre parenthèses, consolation. Voici.
Merci, François. Je pense qu'on pourrait continuer longtemps comme ça. Ça a été difficile ces derniers temps, bien sûr, de voir mon super-héros perdre ses forces. Mais, comme disait ma sœur, il y avait beaucoup de sérénité. Il y avait une tendresse dans ses mots, dans sa présence à nous, qui m'a beaucoup touché. J'en garde plein de beaux souvenirs. La manière dont, à Brossard, il nous faisait des cerfs-volants avec des sacs de l'épicerie Steinberg, puis ça volait dans le ciel. Tous les films 8 mm qu'il a fait pour nous, on s'est créé plein de souvenirs, puis vous en avez partagé aussi. J'ai envie, en terminant, de vous lire juste 2 petites lignes qu'il a prononcées lorsque j'ai, avec Anne-Marie, sous l'érable à la ferme, on a échangé des vœux communs. Il avait lu un texte, il avait lu en partie, lui qui n'était pas du tout religieux, dans le sens où la religion était la voie autoritaire, finalement, qu'il avait ressenti, puis il avait pris ses distances par rapport à la religion. Il avait lu des textes de la Bible à notre mariage, puis il avait dit à la fin de notre rencontre, il faut renouer. Il faut renouer avec le sacré, la nature, le plaisir de vivre, et de nous prolonger dans ceux qui nous suivent. C'est vous, ça. Il avait terminé son petit discours ainsi, et je crois qu'il est content que je vous le redise aujourd'hui. Amis, mangez, buvez, enivrez-vous ô bien-aimés. Il a émis le souhait que les amis et la famille se rencontrent à la ferme familiale, après un petit hommage qu'on lui rendrait. Il avait parlé de tous les détails avec moi. Il disait, n'oublie pas d'appeler tes cousins, non, mon frère, il faudra penser à avoir de la bonne nourriture, tout ce genre de choses. Il préparait tout ça avec nous. Et donc, je vous inviterais, si ça vous tentait, à nous suivre. On va s'en aller vers le chemin Coupland, comme mon père disait, bien en français, même si le voisin est un immigrant anglais. Et puis, on va partager quelques bonnes bouchées et quelques bonnes bouteilles de vin. Je vous remercie tous d'avoir été là. Merci aux gens de la maison ici. Je vous souhaite une bonne continuation. Oui, mon frère? Peut-être expliquer juste un petit peu pour passer une espèce de cortège. Mon frère, Éric, a dit, je voulais vous le dire, merci Éric, qu'on va s'en aller vers la ferme par le boulevard Pierre-Laporte. Et avant d'arriver sur le chemin où il y a la ferme, qui est très, très beau, Éric avait proposé qu'on s'arrête tous sur le chemin Bruce et qu'on prenne le chemin Coupland vers la ferme ensemble en procession, en suivant Monique. Alors voilà, je vous invite à tous être avec nous. Peut-être que Gauthier a envie de nous jouer une pièce en terminant? Ben, allez-y, pour la sortie de cérémonie. Merci beaucoup. Merci à vous. Alors, pour conclure, je vous jouerai une petite sarabande de Jean-Sébastien Bach pour flûte seule.